On revient à nos plantes et à nos jardins, justement, Jean-Pierre Martel. Beaucoup de chenilles attendent, hein? Oui, puis on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais il y a eu vraiment une éclosion là, cette semaine. Donc, si vous avez des pommiers, des pommettiers, pratiquement des arbres fruitiers, ou tout ce qui est de la famille des rosacées, là, toutes les malus, pyrrhus, ainsi de suite, les chenilles attentes sont là. Vous pouvez vaporiser avec du BTK, Daniel, la Bacillus thuringiensis. Pas au soleil. Faut le faire plutôt le matin ou le soir. Mais souvent, nous, on en a eu là, dans certains pommettiers au centre-jardin. On attend le soir, puis on fait juste les enlever à la main. Parce qu'ils retournent au nid le soir, puis on les enlève à la main avec une paire de gants. Mais il y en a tellement. Oui, mais ils sont tous là. Fait que, au lieu de couper la branche ou quoi que ce soit, là, c'est une façon plus écologique de le faire. Les tomates et les concombres, est-ce qu'on peut mettre ça dans le jardin? Toute la semaine, on nous demandait, c'est-tu le temps, on peut-tu planter tomates, concombres, peux-tu... Bon, si je le savais, moi, je dirais d'attendre encore un petit peu, Daniel, ou de les acheter, mais les garder de côté. La semaine prochaine, ça descend encore aux alentours de 6. Puis le problème avec ça, c'est que ces légumes-là de climat chaud, si jamais ils rencontrent des températures qui sont relativement fraîches ou même froides, ils figent. Donc, vous n'avez pas de rendement après ça. Écoutez, on parle de 60 à 80 jours de maturation de fruits, là. Donc, on pourrait attendre une semaine ou deux puis les planter. La pleine lune est le 2 juin. Ah, c'est bientôt. Puis si on a une pleine lune avec un ciel dégagé, ça peut être suffisant là, pour faire souffrir ces plantes-là. Faut planter à la pleine lune? Après. Oui, ça se fait. Pensez-vous qu'il y a une incidence, Patrick? Je sais pas. Je pose ça à l'expert. À l'expert. C'est la biodynamie. Pays. Ouais, c'est beaucoup de questions. Ou Le pas, monde, et à quelle fréquence? C'est ça. Puis combien épais, etc. Je reviens là-dessus. Généralement, dans les plates-bandes, 3 à 4 pouces de paillis. À chaque année? Oui. Puis là, les paillis, il y en a de toutes les sortes sur le marché. C'est vraiment une question d'esthétisme. Si vous aimez mieux le noir qui est teint ou, il y a des paillis comme le paillis de pain composté qui est naturellement brun. Le meilleur de tous les paillis pour les végétaux, Daniel, c'est le bois raméal fragmenté. Oui, c'est du cèdre. Non, c'est le BRF, le bois raméal fragmenté. Ce que c'est rapidement du bois raméal, c'est des tiges qui ont été broyées. C'est probablement le moins esthétique. Ça a l'air du bois broyé. Mais par contre, c'est une sélection de tiges qui n'ont pas plus que 7 cm qui ont été broyées. Puis ça, c'est chargé d'enzymes et de micro-organismes. Ça stimule énormément. Le BRF est utilisé en Europe depuis des années et des années. Ça enrichit le sol, ça stimule le sol. On dit même que ça arrête la désertification à certains endroits, Daniel. Donc, le bois raméal. Puis là, cette année, c'est une nouveauté. Il est disponible en vrac et en sac. Oh, d'accord. Il y a un auditeur, M. Pilon, qui a une question. Quel est le lien paillis-bébite, là? Je sais qu'il ne faut pas en mettre trop près de la maison. Et est-ce que ça a un impact sur le développement des insectes? Est-ce qu'on va... Pas du tout? Ça attire les fourmis. Parce que c'est un milieu humide en permanence. Oui, mais premièrement, les fourmis préfèrent les milieux secs. Les paillis. Le paillis, à quoi il sert? C'est de garder l'humidité puis contrôler les mauvaises herbes. Pour ce qui est des insectes comme tel... Ça attire pas les fourmis, le paillis? Non. Ou les perce-oreilles, non? Non. OK. Ça attire les belles plantes. C'est... Question ici. Mes fusains ont gelé cet hiver. Ils ont environ 36 pouces de hauteur. Ils ont gelé jusqu'à la ligne de neige. Quelques branches supérieures ont 1 ou 2 feuilles tout au plus. Est-ce qu'elle attend encore pour tailler et à quelle hauteur? Elle peut le faire maintenant. C'est le temps de tailler. Les fusains, Daniel, les Euonymus alata, les fusains ailés, ont gelé aussi, mais aussi les fusains de fortune. Il y en a beaucoup qui ont gelé aussi. Ça, c'est ce qui rampe, qui se développe des feuilles soit vertes et blanches c'est ou ça, avec le feuillage jaune. Panaché. J'en ai beaucoup chez des clients là, qui ont gelé. Il reste rien que le feuillage dans le bas. Puis... faut les tailler, on les voit rebourgeonner. C'est certain que ça a l'air fou un petit peu sur le coup, là, mais ils vont rebourgeonner, dépendamment comment ils sont vraiment affectés. Mais oui, vous pouvez tailler vos fusains maintenant. Bon. Comment savoir si mes échinacées, tomato soup et d'autres plantes, des vivaces donc, sont mortes? Je ne vois même pas de pousses maintenant. Devrais-je quand même attendre avant de les remplacer? Moi, j'attendrai encore qu'on ait plus de chaleur. On a juste eu un petit coup de chaleur là, quelques jours. Ces plantes-là ont besoin que la chaleur du sol soit quand même assez élevé. Les températures de sol, Daniel, sont encore aux alentours de 12. Fait qu'on attend que ça monte à 18, 20. Puis là, si ça a à bourgeonner, à tiger comme tel, on va le voir. La meilleure chose, c'est de gratter doucement puis de voir s'il y a des nouvelles pousses. Mais écoutez, c'est possible qu'il y ait gelé aussi. Hein? On a eu quand même du gel en profondeur là, cette année. Donc oui, il y a du dommage dans les vivaces. Là. Hydrangea paniculata Black Diamond sur tige, plein de petites feuilles qui poussent à la base et sur le tronc. Est-ce que cette personne doit couper ces feuilles-là?
Beaucoup d'hydrangeas, de gléditia, les fèviers. Il y a des arbres là, qui, à ce temps-ci de l'année, vont bourgeonner sur le tronc, Daniel. Ce qu'on fait, on fait juste se passer la main sur le tronc puis on arrache tout ça. On laisse tomber ces bourgeons-là. Puis ça, c'est une très bonne question parce que souvent, les gens ne savent pas quoi faire puis la plante est paresseuse, Daniel. Si vous n'enlevez pas ces bourgeons-là, surtout pour un arbre sur tige, à la base, au lieu d'envoyer la sève jusqu'en haut de la tête, c'est beaucoup plus facile de l'envoyer à ce niveau-là. Puis c'est ces bourgeons-là qui vont pousser le plus rapidement, puis ils vont prendre le dessus, puis vous risquez de perdre la tête. Donc, toujours enlever ce qui pousse sur le tronc, là, c'est une chose qu'il faut faire. Ou à la base. Ou à la base mais aussi. Mais ça revient à chaque année. Hein? Oui, mais principalement sur le tronc. À la base, c'est des rejets qui sont un petit peu, si on veut, indépendants. Oui, mais si on veut donner une forme à l'arbuste, il faut se débarrasser des... Absolument, absolument. Mais ce qui pousse sur le tronc, là, surtout d'un arbre, c'est normal. Ça peut bourgeonner à ce temps-ci de l'année. Faites juste vous passer la main, enlever ces bourgeons-là. J'aimerais planter un liquidambar. Oui. Vous connaissez liquidambar. Oui, Daniel, c'est un arbre qui a été en essai dans la région d'Abbotsford. Là. Moi, j'ai un collègue depuis une dizaine d'années qui performe très bien. Moi, je l'ai essayé depuis 3 ans. Cette année, on va le vérifier de près. On l'offre aux clients, on les avertit. C'est un très bel arbre, une très belle couleur d'automne. C'est un arbre qui est zoné 5, mais il semble bien se défendre. Vous savez, Daniel, hein, la zone de rusticité, c'est souvent par rapport aux bourgeons floraux. Mm-hmm. Pour ce qui est des bourgeons de feuilles, souvent, ils sont un petit peu plus rustiques. Jusqu'à maintenant, c'est un arbre qui a bien résisté. Donc, si en plus il est dans une situation un petit peu à abriter, c'est mieux. Mais écoutez, moi, j'en ai installé dans des situations très venteuses, puis ils font le travail encore. Est-ce qu'il vient très gros, cet arbre-là? Ça vient environ, ça peut venir entre 30 et 40 pieds de haut. Oh. Donc, c'est moyen. C'est moyen comme arbre. Votre coup de cœur, votre moment de gloire, c'est le Fothergilla Blue Shadow. Oui, c'est un arbuste qui est très peu connu, puis justement, lui aussi, il est zoné 5, un peu comme les Stéphanandras, hein, Daniel? Il y a des plantes qui sont zonées 5, un petit arbuste, la Stéphanandra. Le Fothergilla est zoné 5. Écoutez, je n'ai à peu près jamais perdu un. Il fait très bien. C'est un arbuste, surtout le Fothergilla, la variété Blue Shadow. Il est présentement en fleurs, Daniel. Après ça, les feuilles vont sortir, sont vertes, puis pendant l'été, ils vont tourner d'un bleuté. Le feuillage devient bleuté. Comme certains hostas? Oui, à peu près la même couleur que les hostas, là, comme les Blue Mammoth ou ces choses-là. Puis la beauté de ça, c'est qu'en plus, il peut être utilisé ombre à mi-ombre, puis il va vous donner une coloration d'automne orangée. Bon. Fait que c'est assez difficile à battre. On le laissait depuis plusieurs années, puis moi, il fonctionne très, très bien. Donc là, on l'offre de plus en plus. 0 bébite, 0 maladie. Fothergilla. F-O-T-H-E-R-G-I-L-L-A. Ça se vend combien, ça? Une trentaine de dollars. Bon. Ça vient à peu près 1,2 m par 1 mètre, 4 pieds par 4 pieds. Soleil, ombre? Il peut aller au soleil, il peut aller à l'ombre. Il ne faut pas que ce soit une ombre très, très dense, mais une ombre légère, là. Il n'y a aucun problème. Puis même à l'ombre, Daniel, souvent, les arbustes qui font de la coloration automnale, à l'ombre, ils ne performent pas. Celui-là, même à l'ombre, il va vous donner de la coloration. On en veut un en studio. On va en apporter un la semaine prochaine. On va y faire une petite place, là. Oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous allez être là parce qu'il y a trop de questions. Oui, vous allez répondre la semaine prochaine. Un flash, Julien Morissette. 30 secondes. Quelques suggestions de sortie pour la famille. Il y a l'événement de plein pied au CNA qui se passe depuis jeudi, aujourd'hui à 16h au studio du CNA. Il y a la pièce Ce qui nous relie. Il y a le festival La Tonte des Moutons au Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation du Canada aujourd'hui et demain de 9h30 à 16h. Et les Lémuriens sont au Musée canadien de l'Histoire. Vous pouvez rencontrer 2 bébés lémuriens. Ça, c'est en lien avec la projection de l'île des Lémuriens, Madagascar 3D au IMAX. Merci beaucoup, Julien Morissette. À venir, la bière avec Mario Dair. Tout ce qui se passe du côté des multiplateformes en information avec Clinton Archibald. On parle des expressions clichés dont une personne souffre en santé mentale et qu'elle ne veut pas savoir et les textos dans les relations amoureuses.